Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique et pratique médicale. Collection dirigée par Richard Moreau et Roger Tessou. La collection Les acteurs de la science, prévue pour recevoir des études sur l'épopée scientifique moderne, se dédouble pour accueillir des ouvrages consacrés spécifiquement aux questions fondamentales que la santé pose actuellement. Cette nouvelle série cherche à faire le point objectivement et en dehors des modes sur des connaissances, des hypothèses et des enjeux souvent essentiels pour la vie de l'homme. Elle reprend certains titres publiés auparavant dans Acteurs de la science. Déjà paru. Gilbert et Anne-Christine Pierre, Paroles d'une autiste muette, Énigmes et évidences, 2010. Gérard Megret, Êtes-vous un bon malade, 2010. Bernard Jouanjean, Physiologie du risque face à l'histoire, 2009. Éric Solym, Les cahiers d'un chirurgien. Témoin de la faillite du système de santé, 2009. Lionel Charby, L'information médicale. Informer le patient et le grand public, de l'obligation légale à la pratique, 2009. Dr Jean Chabrier, Seules les femmes savent marcher avec des talons aiguilles. Souvenir d'un gynécologue accoucheur, 2008. Philippe Raultdoumax, L'assurance maladie au risque de la mondialisation, 2008. Philippe Pirnet, L'aléa thérapeutique en chirurgie, 2008. Angélique Sentilhesmonkam, L'hospitalisation à domicile, une autre manière de soigner, 2007. Vincent Delahaye et Lucie Guyotdelahye, Le désir médical, 2007. Georges Duboucher, Adieu ma belle médecine. Logique d'une métamorphose, 2007. Aziz Charles Mesbah, Mémoire d'un pédiatre, 2007. Bruno Greff, Mes gardes de nuit à l'hôpital, 2006. Georges Tchoubroutsky, Les limites de la médecine, 2006. Vanina Molo, Catherine Sauvagnac, La décision médicale collective, 2006. Jacques Franck, La balade du généraliste, 2006. Henri Lamandin, Petites histoires de l'art dentaire d'hier et d'aujourd'hui, 2006. Arnaud Pfrsdorff, Éthique et pédiatrie, 2006. Claude Wagner, L'ergothérapie, 2005. Présentation des auteurs. Maxime Coinet DRABO. Docteur en médecine et licencié en sociologie, titulaire d'un master et d'un doctorat PhD en sciences de la santé publique, chargé de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS au Burkina Faso, membre de l'équipe de coordination du certificat d'université en initiation à la recherche en système de santé CUIRSS, qu'organise chaque année l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, ESPULB. Le Dr Drabo KM a participé à la conception du design de l'étude, coordonné la collecte des données et réalisé la rédaction principale du document. Jean Mac. Docteur en médecine, docteur PhD en sciences de la santé publique, Master in Public Health, diplôme en médecine tropicale, chargé de cours à temps plein à l'Institut de recherche santé et société de l'Université catholique de Louvain et chargé de cours à temps partiel à l'Université libre de Bruxelles. Promoteur de thèse du Dr Drabo KM, d'où le contenu du présent document a été tiré, le Dr Mac a dirigé la conception du design de l'étude et réalisé une révision du document à travers un substantiel input. Bruno Dujardin. Docteur en médecine, docteur PhD en sciences de la santé publique, licencié en santé publique, professeur à temps plein à l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles et directeur de l'unité politique et programme en santé internationale. Le professeur Dujardin a participé à la conception du design de l'étude et coordonné le projet FORESA, qui a financé les activités de recherche effectuées au Burkina Faso et rapportées dans ce document. En 2003, il a publié l'ouvrage Politique de santé et attentes des patients. Vers un dialogue constructif chez Cartala. Présentation du projet FORESA. Le livre que vous avez en main est le résultat du travail effectué au Burkina Faso sous la coordination du Dr Maxime Drabo et avec l'appui scientifique du prof Jean Mac. Cette publication réalisée dans le cadre de la thèse de doctorat en santé publique du Dr Drabo
est le fruit d'un travail d'équipe mis en place dans le cadre du projet FORESA. Le projet de formation régionale en santé a été initié en 2003 par l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, Unité politique et programme en santé internationale, en partenariat avec les institutions de recherche en santé publique de 6 pays francophones d'Afrique de l'Ouest: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal. Dès son début, le projet a bénéficié de l'appui de la coopération technique belge, CTB, pour tous les aspects concernant la gestion des finances et l'organisation des rencontres nationales et régionales entre les participants des différents pays. Le projet FORESA veut améliorer le fonctionnement des systèmes de santé par une meilleure qualité de la prise en charge des patients. Les problèmes rencontrés par les patients tuberculeux sont utilisés pour identifier les dysfonctionnements du système de soins et pour proposer des solutions opérationnelles. Il s'agit d'améliorer la qualité des soins par une approche plus globale, centrée sur le patient, et qui tient compte des conséquences médicales, mais aussi socio-économiques et culturelles des problèmes de santé. Cette approche, basée sur les priorités du patient, des communautés et des prestataires, identifie les problèmes rencontrés et leurs déterminants et donne priorité aux acteurs et aux réseaux communautaires appropriés pour y répondre. En effet, de nombreux problèmes de santé impliquent la participation directe d'acteurs autres que les infirmiers, médecins, laborantins et autres professionnels du secteur public de la santé, familles, communautés, ONG, prestataires privés, guérisseurs traditionnels, autres secteurs du développement. L'enjeu est donc d'ouvrir les services de santé à l'intervention de ces nouveaux acteurs. En ce qui concerne les prestataires de soins, le but du projet est de rendre les professionnels de santé capables d'identifier les problèmes rencontrés dans les différentes zones sanitaires et de mettre en place eux-mêmes les solutions concrètes qui s'imposent. Une équipe multidisciplinaire regroupant des compétences en santé publique, en anthropologie et en tuberculose est active dans chacun des pays partenaires pour appuyer les prestataires de soins dans cette nouvelle approche. L'originalité du projet consiste donc à placer les prestataires de soins dans une démarche réflexive par leur confrontation avec d'autres professionnels de la santé, mais aussi avec des acteurs d'autres secteurs, qui ont un rôle à jouer dans la prise en charge lorsqu'elle est centrée sur les besoins et les attentes du patient. Cette confrontation s'effectue quotidiennement lors des consultations et du suivi des malades, mais aussi au cours d'un processus régional de formation et de recherche-action basé sur l'échange d'expériences. Ces échanges débouchent sur l'acquisition de nouvelles compétences, le renforcement de l'autonomie et l'amélioration de l'estime de soi des différents acteurs impliqués. Après 2 phases préliminaires, c'est en 2005 que le projet a entamé sa 3e phase pour laquelle il reçoit l'appui financier d'Europe Aid 2, de l'Union européenne à concurrence d'un budget substantiel de 5,2 millions d'euros. Au cours de cette nouvelle phase, 16 zones sanitaires regroupant plus de 2,5 millions d'habitants ont été sélectionnées dans 4 pays: Bénin, Burkina Faso, Mali et Sénégal. Afin de mettre en évidence les dysfonctionnements du système de soins, une analyse de situation a été menée dans chaque pays. À l'issue de cette analyse, les pays partenaires ont établi leur propre liste de dysfonctionnements à traiter prioritairement. Se basant sur ces premiers constats, une série d'interventions ont été lancées. Dans chaque pays, une évaluation de type quasi expérimental a été retenue pour objectiver les résultats de ce projet innovateur. Des méthodes qualitatives et quantitatives ont été utilisées. Les résultats préliminaires de ces interventions ont été discutés lors du séminaire régional de Ouidah au Bénin du 23 au 27 avril 2007, et les résultats consolidés font l'objet du séminaire final de Ouagadougou, du 16 au 20 mars 2009. Au Burkina Faso, comme dans les 3 autres pays, les principales interventions ont porté sur différents thèmes. La mise en place de réseaux d'acteurs de différents secteurs pour rendre opérationnelle l'approche centrée sur le patient, en intégrant les aspects de lutte contre la stigmatisation et l'appui aux patients tuberculeux. La promotion d'un réel partenariat entre acteurs traditionnels de la santé et prestataires de soins du secteur officiel. La formation des prestataires de soins tant publics que privés jusqu'au niveau périphérique des soins, dans un objectif affiché de l'amélioration de la qualité des soins et de l'équité dans l'accès et dans le suivi des traitements. La décentralisation de la prise en charge du suspect et des patients tuberculeux,
jusqu'au niveau des centres de santé d'arrondissement. La simplification de la procédure de diagnostic, 2 examens d'expectoration au lieu de 3 en série. Après 4 ans de travail, de réussite mais aussi d'échecs, les résultats de ces différentes interventions menées en coordination étroite entre les 4 pays sont présentés au séminaire régional de Ouagadougou et discutés avec des responsables politiques, des spécialistes en santé et différents invités représentant la société civile des 4 pays partenaires. Journalistes, représentants d'associations de patients, d'ONG 3. Nous remercions très chaleureusement toute l'équipe du Burkina Faso pour la qualité du travail accompli tout au long de ces dernières années, et dont ce livre n'est qu'un résumé. Nous espérons que la démarche proposée dans les pages qui suivent puisse vous intéresser et vous donner de nouvelles idées pour améliorer votre propre système de santé. Bon travail. Professeur Dr Bruno Dujardin. Coordonnateur du projet FORESA. Directeur de l'unité politique et programme en santé internationale. École de santé publique, Université libre de Bruxelles. Remerciements. Le présent document est le fruit de 3 ans de recherche fondée sur une étude de processus, couplée à une évaluation quasi expérimentale dans le domaine de l'organisation des prestations de soins de santé. La recherche d'amélioration de la qualité de la prise en charge des malades tuberculeux en milieu rural du Burkina Faso a impliqué une équipe multidisciplinaire d'intervenants au Burkina Faso que nous tenons à remercier. Il s'agit du Dr Confé Salifou, directeur régional de la santé du plateau central, M. Kafando Benoît, attaché de santé à la direction régionale du plateau central, M. Lassane Ouedraogo, responsable du centre de diagnostic et de traitement de Zignaré, Dr Franca Sogba, chargé du volet tuberculose maladie dans le projet FORESA, Dr Kaboré Amadou, médecin-chef du district sanitaire de Boussé, Dr Yen Clotaire, médecin-chef du district sanitaire de Zignaré, Dr Sawadogo Romial, médecin-chef du district sanitaire de Zorgo, M. Zerbo Roger, sociologue, et Dr Dembélé Mathurin, coordonnateur de programme national de lutte contre la tuberculose. Nos remerciements s'adressent également à tout le personnel de santé et aux membres des équipes cadres des districts sanitaires de Boussé, Zignaré, Zorgo, Zabré, Ouargay et Koupéla. Nous remercions également les participants FORESA du Bénin, du Mali et du Sénégal dont les apports lors des séminaires régionaux ont nourri nos interventions. Nous remercions M. Julien Fier, Mme Isabelle Godin, M. Pierre Hidjens, Mme Samia Laokri, Dr Étienne Mugichaud, coordonnateur scientifique de FORESA, Mme Marie-France Roch de l'équipe de l'ULB, Mme Elisabeth Paul et Mme Aurélie Conen pour leur appui à l'édition finale de ce document. Nous remercions la coopération technique belge et tout spécialement M. Marino Orban pour son appui constant dès le début du projet FORESA. Nous adressons toute notre reconnaissance à l'Union européenne pour avoir financé les travaux de recherche dans le cadre du projet FORESA, Europed, contrat centre 2004-078-591e, et dont les résultats font partie intégrante de documents. Première partie. Introduction, démarche générale et contexte de l'étude. Chapitre 1. Introduction et démarche générale de l'étude. Introduction. Le droit à la santé, une composante des droits de l'homme. Il représente un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement les prestations de soins de santé appropriées en temps opportun et l'accès au traitement, mais également les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que les conditions de vie salubres et la propagation des informations relatives à la santé. Ce droit comprend l'accès à un système d'offres de soins qui garantissent à chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible. Si les causes directes des maladies sont les virus, les parasites ou les prédispositions génétiques, on s'accorde à dire que les phénomènes sociaux tels que la discrimination et les inégalités sociales sont des facteurs d'aggravation ou de renforcement des complications. OMS 2000. Certaines conditions sociales, un environnement sain, une autonomie sociale et financière, une éducation adéquate, favorisent la santé. D'autres telles que les guerres, les disettes ou famines sont préjudiciables,
mais aussi plus largement ce qui cantonne l'individu dans une position de soumission culturelle ou sociale, politique ou économique, ou dormil. La pauvreté en particulier, fait reculer le souci porté à sa santé derrière d'autres priorités, celle de subvenir à ses besoins de base sinon de survivre malgré tout. Sous toutes les latitudes, de nombreuses études concordantes montrent que le statut socio-économique des individus est un, si ce n'est le déterminant majeur de leur état de santé, OMS 2001. Il apparaît clairement qu'aujourd'hui il n'y a pas de qualité des soins possible, par exemple, si persistent des discriminations de soins au regard du sexe, de l'âge, etc., et si la prise en charge des patients ne respecte pas le libre choix des personnes, leur capacité de jugement et d'autonomie, leur culture, etc. PUD 2000. Le droit à la santé recouvre également le droit à un environnement socio-écologique le meilleur possible pour la santé des individus ainsi que les droits, pour l'individu, à son autonomie, son information, son éducation et sa participation à la vie sociale. Le promouvoir est un challenge qui implique des actions visant à rendre accessibles les soins de santé dans le temps et dans l'espace, pour les personnes engagées dans la promotion des droits de l'homme en général et pour les professionnels de la santé, ou 2002. La santé est plus que l'absence de maladie. En effet, la santé renvoie à un état de bien-être physique, mental et social complet, non réductible à une absence de maladie ou d'infirmité OMS 1978. Les sciences médicales se sont basées pendant longtemps sur une approche consistant à isoler les différentes parties, appareils, tissus, organes, du corps dans le but de révéler l'expression des maladies et de mieux les comprendre. Étiologie, accent aigu pathogénie. Cette approche a conduit à la standardisation de la démarche de prise en charge des maladies Bodenheimer, 2002. Par exemple, la prise en charge de la tuberculose pulmonaire commence par la recherche systématique d'une notion de toux chronique, plus de 15 jours, qui justifie une recherche bactériologique systématique du bacille de Koch, BK, dans les crachats et qui conduit, lorsque l'examen est positif, à prescrire un traitement selon une procédure bien standardisée. Au-delà de l'efficacité prouvée des antituberculeux à éliminer le BK du corps, on peut se poser la question de savoir si le patient retrouve tout au long du traitement proposé un état de bien-être physique, mental et social. On peut s'en douter car le problème posé par la tuberculose chez un individu va au-delà des manifestations cliniques et biologiques provoquées par ce germe. L'approche réductrice utilisée pour révéler l'expression des maladies n'a pas toujours contribué à comprendre l'étendue et la complexité des désordres causés. Bergsma, 1994. En effet, en s'intéressant seulement à la maladie dans la mise en place des dispositifs de soins, on a couru le risque de négliger les autres facteurs du bien-être physique, mental et social complet. L'émergence de nouvelles disciplines médicales telles que la médecine comportementale, la neuropsycho-immunologie, montre que le cerveau, le psychisme et les perceptions interfèrent dans notre corps et influencent notre vulnérabilité et notre réaction face à la maladie, Reilly 2001. Dès lors, une démarche scientifique de promotion de la santé ne peut alors séparer les soins autant de la physiologie des malades que de leurs perceptions et de leurs expériences personnelles, mentales, psychologiques et sociales. Les approches pour la résolution des problèmes de santé ont évolué. La résolution des problèmes de santé s'est construite sur le modèle biomédical avant d'évoluer vers un modèle transactionnel, plus global, Brelet, 2002. Le modèle biomédical utilise la compréhension des modes de transmission des maladies pour identifier des stratégies, des outils et des procédures d'éradication ou de contrôle des problèmes de santé. Il conduit une organisation du système de santé basée sur les principes de hiérarchisation, de planification et de priorité accordée aux aspects techniques. Ce modèle montre ses limites à résoudre l'ensemble des problèmes de santé publique du Jardin 2003, dont beaucoup relèvent de l'environnement, des modes de vie et des transformations socio-économiques, fièvre hémorragique africaine, hépatite C, troubles cardiovasculaires, cancer, dépression et dégénérescences diverses. Un infléchissement s'opère progressivement dans le sens d'un modèle transactionnel, où la résolution des problèmes de santé s'inscrit dans un cadre plus global de la promotion de la santé. Les défis soulevés par la promotion de la santé concernent la réduction des inégalités,
le renforcement de la prévention de la maladie et l'accroissement de la capacité de prise en charge des maladies et des handicaps chroniques, Med et Bauer, 2000. Les mécanismes utilisés pour y arriver reposent sur la stimulation de la participation du public, les améliorations des services de santé communautaire et la coordination des politiques publiques favorisant la santé, OMS, 2001. La promotion de la santé des malades tuberculeux nécessite une approche globale. La prise en charge des malades de tuberculose a été très souvent confiée à des institutions spécialisées, sanatoriums, centres de diagnostic et de traitement, et réduite aux seuls aspects biomédicaux du problème, CHOP 2003. En 1997, selon l'OMS, les objectifs généraux de la lutte contre la tuberculose, TB, étaient 1997 premièrement de diminuer la mortalité, la morbidité et la transmission de la maladie, et deuxièmement de prévenir l'apparition de résistance aux antibiotiques. Pour atteindre ces objectifs, les buts des programmes étaient de guérir 85% des cas positifs nouvellement détectés et de détecter 70% des cas positifs. La stratégie recommandée a été le DOT, acronyme anglais de Directly Observed Treatment Short Course. Si sa mise en œuvre a permis d'augmenter les taux de guérison, elle n'a pas toujours apporté une réponse aux préoccupations induites par la tuberculose à l'échelle de l'individu et de la collectivité, Hurtig et al., 2000. On connaît pourtant l'influence des préoccupations socio-économiques et psychologiques des malades sur leur comportement vis-à-vis de la tuberculose et sur sa propagation, Hurtig et al., 2000. L'offre de soins pour la tuberculose devra connaître de profonds changements en ce début de XXIe siècle, pour faire face à une demande venant de patients de mieux en mieux informés sur leurs droits et sur les possibilités thérapeutiques, Chop et al., 2002, Chop et al., 2005. Le confort physique, psychologique et la qualité de vie pendant et après un traitement médical deviennent une préoccupation légitime exprimée par les malades chroniques Muniandi et al., 2006. Des interventions spécifiques capables de mettre en relation le diagnostic et le traitement antituberculeux avec l'état physique, mental et social du malade, en tenant compte de son contexte de vie, Mac et al. 2007, Mac et al. 2008, s'avèrent alors indispensables. Seules des équipes multidisciplinaires bien organisées sont à même de proposer non seulement le diagnostic et le traitement de la tuberculose, mais aussi des solutions aux souffrances de type mental et psychique des personnes malades, en utilisant les ressources provenant de leurs environnements de vie, Matema et al., 2001, Kironde et Kairimbani, 2002, Chimbanray et al., 2008. Le centre d'intérêt de ce travail de recherche. Il s'agit essentiellement de la promotion du bien-être physique, mental et social du patient tuberculeux à travers une prise en charge biomédicale, comme cela est fait jusque-là dans les centres de santé, associée à une réponse aux préoccupations psychosociales et économiques engendrées. Pour ce faire, un dispositif de soins intégrant des interventions susceptibles d'améliorer significativement le dépistage, les résultats de traitement et d'apporter des réponses aux problèmes psychosociaux des malades tuberculeux, a été testé dans le contexte rural du Burkina Faso. Ces interventions et le fonctionnement du dispositif ont fait l'objet d'une documentation du processus permettant une analyse de leurs influences sur les éléments clés du système de soins et vice-versa, d'une évaluation de sa fonctionnalité et de son efficacité, ainsi que d'une proposition d'amélioration de son fonctionnement. Les leçons apprises pourraient contribuer à améliorer les stratégies de prise en charge des patients tuberculeux, PATB, au Burkina Faso, ainsi qu'à préparer le système de santé à répondre aux besoins des malades chroniques en général. Une question générale et des hypothèses de recherche ont été formulées pour guider la démarche d'investigation. La question générale de recherche. Elle est la suivante. La mise en place d'un dispositif intégrant des interventions visant à réduire les coûts 4 de la prise en charge pour les malades, ainsi qu'à résoudre les problèmes psychosociaux et économiques engendrés, dans un contexte où les soins proposés sont centrés sur la maladie, peut-elle améliorer significativement non seulement les résultats biomédicaux mais aussi le confort psychologique et socio-économique des patients tuberculeux en traitement ? Les hypothèses de travail. Elles s'énoncent comme suit. La mise en place du dispositif visait à améliorer l'offre de soins en place,
en considérant deux perspectives que sont premièrement les coûts de la prise en charge pour le malade liés à l'accessibilité géographique des soins, et deuxièmement les préoccupations d'ordre psychosocial et socio-économique des malades en traitement. Trois hypothèses ont guidé le choix et la mise en œuvre des interventions ayant un potentiel d'impact positif sur le contrôle de la tuberculose, le confort psychologique et les conditions socio-économiques des malades en traitement. Hypothèse 1. Réduction des coûts de la prise en charge pour le malade, liée à l'accessibilité géographique des soins. Une décentralisation du diagnostic, de l'administration des médicaments et du suivi du traitement de la tuberculose, des centres de diagnostic et de traitement, CDT, vers les centres de santé de premier échelon, CS, va contribuer à réduire pour les malades la distance à parcourir et les coûts indirects et accroître de ce fait le taux de dépistage. Hypothèse 2. Réponse aux problèmes psychosociaux des malades au cours de la prise en charge. Un soutien psychosocial va renforcer l'estime de soi des patients tuberculeux et réduire la stigmatisation ressentie par eux. Elle va contribuer à améliorer le confort psychologique au cours du traitement, ainsi que les résultats de traitement. Hypothèse 3. Réponse aux problèmes socio-économiques des malades au cours de la prise en charge. Le soutien socio-économique bien coordonné va résoudre les besoins primaires des patients tuberculeux, transport, nourriture, habillement, etc. Il va contribuer à améliorer les conditions socio-économiques des malades, ainsi que les résultats de traitement. Quelques précisions terminologiques. L'utilisation fréquente de certains termes dans ce document nécessite une précision du contenu qui leur est respectivement attribué. Un dispositif de soin. Un dispositif est la manière dont sont placées, sont agencées les pièces d'une mécanique, d'un organe, d'un appareil ou les parties d'un système 5. Nous entendons par dispositif de soin un système d'intervention dont l'action principale voulue est la prise en charge des problèmes induits par la tuberculose chez les personnes dont la maladie a été confirmée. Dans ce document, nous utiliserons dispositif de soin et dispositif de prise en charge pour la même signification. Une prise en charge. Il s'agit de la ou des réponses qu'un prestataire, personne, groupe de personnes ou institution propose en réponse aux préoccupations d'ordre physique, matériel, social ou économique exprimées par un requérant, individu ou groupe d'individus. La prise en charge des malades de tuberculose est l'offre de solutions proposées face aux manifestations de la maladie et aux problèmes induits chez les personnes concernées. Un problème représente l'écart entre d'une part ce qui est, et d'autre part ce qui devrait être ou ce qui est souhaité. Un problème peut induire une préoccupation chez la ou les personnes concernées, personnes physiques ou morales. Une préoccupation est la traduction d'une insatisfaction individuelle ou collective, résultant d'une situation non souhaitée. Elle n'est pas toujours exprimée par la ou les personnes concernées. Un confort est la somme des facteurs, physiques ou métaphysiques, contribuant à créer une satisfaction et ou une sensation de bien-être chez un individu ou un groupe d'individus. Une intervention représente une action construite pour induire un changement au niveau de la cible. Dans le domaine de la santé, elle est souvent complexe. Cette complexité concerne autant l'action que le changement que l'on veut induire. Cadre de référence structurant l'ensemble du travail présenté dans cet ouvrage. Ce travail se situe dans le domaine de l'analyse du processus organisationnel de l'offre de soins aux patients tuberculeux, dans 3 districts sanitaires ruraux du Burkina Faso. L'organisation de ces soins visait à induire des changements positifs et durables concernant la qualité, l'accessibilité des soins, et à comprendre comment ils ont été obtenus dans le contexte de l'étude. Pour cela, une combinaison d'interventions a été nécessaire, conduisant au fonctionnement d'un dispositif de prise en charge des malades tuberculeux. Vu dans son ensemble, le processus organisationnel se présente sous forme de la mise en place d'une intervention complexe. Une intervention complexe se compose d'un ensemble d'actions qui agissent de manière indépendante ou interdépendante. Campbell et al. 2000, MRC 2000. Cela revient à dire qu'une intervention peut être vue comme un processus dynamique intégrant un ensemble de paramètres, ressources, processus de transformation et résultats, dans un environnement donné, contexte. La mise en œuvre des interventions en santé fait très souvent appel à plusieurs acteurs 6.
Elles ont pour objectif d'influencer positivement la santé de l'individu et/ou de la collectivité. Cependant, les résultats obtenus ne sont pas toujours aisés à mesurer. Campbell et al., 2007. La conception, la mise en place et l'évaluation de notre dispositif de prise en charge des malades de tuberculose a nécessité une démarche planifiée a priori et l'utilisation d'outils méthodologiques, théoriques et conceptuels pour lire, interpréter et analyser la réalité du terrain. Ainsi, le cadre d'élaboration et d'évaluation des interventions complexes 7 proposé par Campbell et al., 2000 et testé par Loeb en 2002 Loeb, 2002, a servi de référence pour organiser la démarche d'ensemble, figure 1. Ce cadre s'inscrit dans la logique d'accumulation de preuves par les chercheurs concernés et propose 4 phases. La phase de modélisation précédée d'une revue des bases théoriques de l'efficacité de l'intervention. La phase pilote. 3. La phase d'expérimentation définitive et IV, la phase d'implantation à long terme. La progression d'une phase à l'autre n'est pas toujours linéaire et consécutive. Il s'agit de séquences d'une démarche itérative faite d'aller-retour. Par exemple, au cours de la phase pilote, un retour à la phase de modélisation peut être nécessaire si les interventions ne sont pas acceptées par les potentiels bénéficiaires. Cet exercice permet d'affiner la compréhension du processus d'implantation en prenant en compte les difficultés relevées sur le terrain et d'adapter les outils d'évaluation des résultats. Campbell et al., 2000. Aussi, une implémentation à long terme, ou passage à l'échelle, peut immédiatement faire suite à la phase pilote, si cette dernière a permis de bien comprendre le processus et de contrôler les biais 8 susceptibles d'influencer les résultats obtenus. La phase dite préclinique précède la phase de modélisation. Elle a pour objectif la compréhension du problème, contenu et contours, et le recueil des évidences sur l'efficacité de l'intervention qui va être mise en place. La phase de modélisation. Il s'agit d'une simulation pouvant aboutir à une modélisation de l'intervention et des relations entre ses différentes composantes, relations structurelles et/ou fonctionnelles. Elle permet aux investigateurs de délimiter les éléments qui vont être particulièrement étudiés, de prévoir les outils nécessaires pour le faire, confection et pré-test des outils, et les obstacles potentiels dans la mise en relation des composantes de l'intervention. La phase pilote. Les données de la précédente phase sont utilisées pour mettre en place les interventions dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit très souvent d'optimiser l'intervention et le cadre d'évaluation, de tester la faisabilité dans un contexte donné et l'acceptabilité par les acteurs concernés, personnes et/ou institutions. Plusieurs versions de l'intervention peuvent être testées et les facteurs permettant de mieux adapter l'intervention au contexte sont identifiés. L'évaluation des effets de l'intervention nécessite des indicateurs appropriés. Elle concerne non seulement les cibles, santé des malades, comportement des malades et des prestataires, mais aussi l'influence de l'intervention sur l'environnement où elle a été mise en place et vice-versa. La phase d'expérimentation définitive. L'expérimentation définitive résout les préoccupations nées de la phase pilote, telles que les tailles d'échantillons et sur les problèmes identifiés lors de la mise en place des interventions complexes. Lorsque les résultats de la phase pilote sont concluants, avec peu ou pas de problèmes méthodologiques ou d'acceptabilité sur le terrain, la phase d'expérimentation définitive est réduite sinon supprimée au profit de la prochaine phase. Le temps ainsi gagné sert pour faire plus de bénéficiaires. La phase d'implantation à long terme concerne la reproduction de l'intervention et/ou le passage à l'échelle. Le but est d'examiner les conditions de normalisation de l'intervention, en s'intéressant à la stabilité et la pérennité de l'intervention. Le système de documentation de l'intervention est allégé, au profit d'une évaluation systématique de son impact. Figure 1, processus de mise en œuvre et d'évaluation d'une intervention. Complexe d'après Campbell et al. 2000, Loeb 2002. Le présent travail documente les 3 premières étapes de la mise en place et de l'évaluation du dispositif de prise en charge des PATB, à savoir la phase dite théorique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.